J'aime cet aigle. Il parle à mon cœur. Aujourd'hui, savoir qu'un objet a vécu, eh ben c'est fantastique. Au premier étage d'un immeuble bourgeois, Olivier Collin du Bocage a un rendez-vous. Le plus jeune commissaire-priseur de France, tout juste 30 ans, doit effectuer l'inventaire d'un appartement pour une succession. Bonjour monsieur. Il est accueilli par un membre de la famille. Collin du Bocage. Bon, on va commencer par, on peut commencer par le salon. Alors, tu notes et je prends un dictaphone et on compare après. D'accord ? Alors l'appareil. On va regarder la lumière du jour. Les oncles. A priori, c'est anglais. Donc tu mets école anglaise du XVIIIe siècle. Le commissaire-priseur commence son inventaire. Spécialiste de l'histoire de l'art, il peut identifier chaque objet et surtout en donner une valeur marchande. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fauteuils du même modèle. Alors, il faut toujours voir si c'est bien une série ou si c'est... Tu mets... À l'écoute, le futur héritier attend les premières estimations financières. En bois relaqué blanc, pieds fuselés cannelés, époque Louis XVI, et pas de traces d'estampille, il n'y a pas d'estampille. Olivier examine maintenant une petite table. Pour la famille, elle aurait une valeur certaine. Alors là, on a une petite table rognon en bois de plaquage, à plateau, d'entrejambe. Mais... malheureusement... non, alors malheureusement, ça c'est un meuble de style Louis XV, c'est vraiment un meuble complètement moderne, qui a une centaine d'années. Vous le voyez dans les bois qui ne sont pas plaqués, qui sont simplement teintés, les plaquages qui sont immédiatement décelables comme modernes, le montage même, les bois beaucoup plus épais, un montage moderne, du 19e siècle. Que ce soit des vagues et on va de style. Je la trouve très jolie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un lien entre la ligne du meuble, son caractère un peu excitant et sa valeur, en fait. Puisque c'est souvent l'authenticité et l'ancienneté du meuble qui font sa valeur. Hein. Alors là, c'est un peu désillusionne, c'est... Je ne peux pas mettre au-dessus de 150 €. Ah bon ? Pas plus que ça ? Pas beaucoup plus. Ah oui. Pas beaucoup plus. Il y a beaucoup de meubles que les gens espèrent d'époque qui sont de style. Le meuble, la soupière du salon qui fait rêver tout le monde parce que la grand-mère a dit que c'était une pièce merveilleuse donnée par la duchesse de Berry à telle période. Et en fait, c'est une grosse soupière en Strasbourg qui vaut pas grand-chose. Alors, c'est vrai que quelquefois, on est l'oiseau de mauvais augure et puis on est là pour faire des découvertes. J'espère qu'ici, on va en faire aussi et qu'on va réussir à faire sortir un meuble ou un objet du fond d'une chambre ou d'un placard et trouver que c'est quelque chose de merveilleux. L'expertise se poursuit par un second meuble. Selon les héritiers, celui-ci serait d'époque. Pareil, je regarde le montage, les bois et malheureusement ce meuble que je croyais aussi d'époque est de style. Là, je suis sûr de moi, il y a des parties vraiment un peu trop mécaniques et le montage dessous ne peut pas être d'époque Louis XVI. Donc, même si d'apparence comme ça, le bois ancien, c'est un meuble qui a été bien entretenu, etc. Là, le verdict est, je crois, définitif. Et donc, on va mettre une valeur à 600 €. Le meuble d'époque, le même, aurait fait autour de 2000-2500 €. Ça fait quand même, oui. Petite différence. C'est un beau fauteuil, donc il y a peut-être une estampille sur celui-ci. Regardez quoi, là, très concrètement, Olivier? Je regarde d'abord si c'est des fauteuils d'époque ou de style. Je regarde si je peux trouver une estampille. Donc je regarde comment est monté le fauteuil. Je regarde l'état des bois. Je regarde ce que c'est comme bois. Donc ça doit dû être. Et donc il y a des renforts évidemment ici et là-dessus très visibles. Cette traverse a été complètement changée. Donc là, il ne perd pas de valeur. On ne peut pas mettre une valeur astronomique parce que vous voyez, il y a des renforts quand même très importants. Pour s'en servir, il faut quand même faire un certain nombre de restaurations. Et cette petite table-là ? Là, j'ai déjà un meilleur pressentiment.
Et effectivement, celle-là, ça c'est bon. Petit bureau ou table de salon, en acajou et plaquage d'acajou. Elle ouvre par 2 tiroirs en ceinture. Après 3 quarts d'heure d'inspection, le commissaire-priseur a expertisé une trentaine de meubles. Reste encore 6 pièces à visiter. Pour la famille, c'est ici que se trouve l'un des plus beaux objets de la succession, ce buffet. Surprise, le regard du commissaire-priseur est attiré par un tout autre meuble. Ah, c'est amusant ça aussi. C'est un objet auquel vous accordez pas beaucoup d'importance? Non, non, non. Voilà, donc ça c'est un objet, c'est assez amusant. Évidemment, le regard vient immédiatement vers ce meuble-ci. Celui-là, je crois l'avoir déjà vu justement dans un catalogue. Je pense que c'est un meuble de Charot, de Pierre Charot, je pense. De quelle époque? Des années 30. Si c'est bien ça, si c'est bien le même modèle, là je vais prendre une photo, je vais l'envoyer à mon expert. Si c'est bon, c'est un objet qui sera... Bon, il est quand même pas dans un état formidable, autour de 4-5 000 euros. 4-5 000 euros, 30, 40 000 francs. Une petite desserte, c'est... qui visiblement a été, je pense, oublié. Première bonne nouvelle d'un inventaire jusque-là décevant. Mais le vrai trésor se trouve sur le mur de l'entrée. Un tableau jusqu'à présent anonyme, sans intérêt. Très joli tableau aussi. Très joli tableau. Il est très bien peint. Il y a sûrement un nom à trouver donc, de l'époque du règne de Louis XV. Vous avez une devise, plutôt la croix que les fleurs. Donc c'est sûrement, là il y a une petite recherche à faire parce que c'est assez intéressant. On a une devise, donc ça permet, c'est une allégorie, donc ça doit être une personne importante. Et vous avez une devise, donc c'est la devise de quelqu'un. Il y a possibilité et matière à trouver qui est cette personne, sûrement. Et donc si vous arrivez à identifier le sujet, ça donne toujours une plus-value pareille. Olivier est persuadé que cette toile est l'œuvre d'un grand peintre. Je vous plonge dans la noirceur. Pour l'aider dans sa recherche, le commissaire-priseur dispose d'une arme infaillible, une lampe à ultraviolet. Apparaît en foncé ou en clair, au contraire, tout ce qui n'est pas d'origine sur la toile. Donc quelquefois, c'est la signature. Donc ça permet aussi de voir quelquefois des choses invisibles, cachées par le vernis qui a noirci, etc. Voilà, boum, si vous voyez, typique, quelque chose qui devient fluorescent. C'est quelque chose donc, qui n'était pas sur la toile à l'origine, qui a été repeint et qui est là en plus par-dessus le vernis. Là pareil, on a plein de petits points, mais il n'y a pas de restauration majeure. Et dans les parties importantes du tableau, pareil. Le poids des ans fait qu'il y a quelques accidents, mais il est en bel état, il n'y a pas de restauration majeure. Le visage, rien n'apparaît, donc a priori tout est d'origine, tout a été peint par la main de l'artiste. Quelques accidents, mais toujours aucune trace de signature. Et je vais essayer de découvrir au moins l'identité du modèle. Et si ça se trouve, moi, je vous donnerai aussi une attribution. Quelques mois plus tard, la recherche va payer. Grâce à sa devise, Mademoiselle de Fontanet, maîtresse de Louis XIV, sort de l'oubli. Signé Nicolas de l'Argilière, le tableau est estimé plus de 200 000 euros. Je vais vérifier. Quelque part sur l'autoroute du Sud, en direction d'un village de Bourgogne. Après sa journée de travail au puce de Saint-Ouen, Patrick Morcos vient de quitter Paris en direction de la 3e foire à la brocante de France. On part sur Mézy pour essayer d'arriver dans les premiers à un déballage qui est sûrement dans la nuit. Les premiers déballants seront avant la levée du jour. Autant être les premiers à pouvoir faire les découvertes avant les autres, quoi. Être les premiers à trouver les choses et à tomber sur les choses qui sont déballées, quoi. Brocanteur, depuis 30 ans, Patrick sillonne les routes de France, toujours en quête de nouvelles marchandises. J'aime me déplacer, j'aime bouger, je rencontre des gens, j'ai la possibilité de découvrir des objets peut-être plus inattendus, en tout cas c'est mon avis, de trouver un bon restaurant, de changer d'air, changer d'air, et ça n'a pas de prix, je crois, et puis c'est un phénomène de liberté, de ne pas rester en place. Et je préfère toucher les choses, voir les gens, rencontrer, apprécier, toucher avec les mains, avec les yeux, vraiment ressentir les objets et tout ce qui va autour. Patrick sait aussi que pour faire des affaires sur une brocante, il faut surtout arriver le premier.
Et là, on arrive dans le centre d'Amézille. Il est 2h moins 5. Ben, il y a déjà des gens dans la rue, voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est impressionnant, vous les À quelle heure ça va démarrer demain matin? 6h, 7h. Hein. Ah oui, Ou plutôt 5 heures? Ah oui. Ah oui, elle a des 6h ou 7h demain matin, c'est parti. Hein. Bon, bah à demain matin alors. À demain matin. Et bonne nuit. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. On va savoir à quelle heure demain les premiers vont déballer en tout cas. On va essayer de savoir ça maintenant. Bonsoir. Vous n'avez pas déballé encore? Non. À quelle heure vous déballez demain matin? 6h. 6h, hein, c'est ça à peu près, oui. Ok. Bah bonne nuit. Donc il faut aller dormir et être là demain à 6h. À mon avis. Voilà. Après tout juste 2h30 de sommeil, malgré l'obscurité, Patrick Morcos commence son marché. Dans sa main, l'outil du brocanteur, la lampe de poche. Patrick n'a rien à flâneur, c'est un professionnel. Des brocantes comme celle-ci, il en fait des dizaines par an. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les premiers achats se font au pas de course. Bonjour. Bonjour. Combien vous faites les deux lanternes? C'est marqué dessus, je crois. Oui, ça fait 15 €. Qu'est-ce que vous faites si on prend les deux? C'est ce que je voulais dire. C'est combien c'était? 7,50 €. 10 et 2. 10 les deux. Ok, bah vous les mettez de côté? Je les prendrai tout à l'heure. Oui, je vais vous donner un acompte. Je vous donne 5 et puis je vous regarderai tout à l'heure. Merci, ok. chef. À tout à l'heure. Merci. C'est bien, au revoir. C'est une petite paire de lanternes en tôle des années 50, mais sympathique de forme et pas cher. Voilà. Patrick veut tout voir, alors il se rend maintenant sur la place du village. C'est à vous là, non, monsieur? Oui, À vous? oui. Qu'est-ce que ça vaut la Tyrène? 200. Mais combien vous pouvez la faire? La terrine, 200. Oui, ça j'avais compris. Est-ce que vous pouvez la faire sur 50 par exemple? Non. Ok. Merci. Méthodique, Patrick passe tout au crible. Rien ne doit lui échapper. C'est à vous le fauteuil en fer, non? Vous en avez qu'un, donc évidemment. Enfin, question pas bête. Combien vous pouvez faire le fauteuil en fer? Ça peut pas faire 200 €? Non. Parce qu'il est tout seul et... Je préfère, je vais vous dire ça, 220. 220. Non, mais pas juste, je comprends. Là. On a le prix d'achat, on a tout ce problème-là. J'ai entendu que des comptes. Oui, bah ok, d'accord. Donc c'est fait à 220, je vous règle ça tout à l'heure? À tout à l'heure, hein? Ok. 8h30, le jour est levé et déjà les étalages envahissent toutes les rues, les trottoirs. Mézille se transforme en un gigantesque bric-à-brac. Après 2h30 de chasse, Patrick termine sa première sélection. Il décide de se rendre à l'extérieur du village, car là aussi, au milieu des champs, des centaines d'exposants y déballent leurs marchandises. L'expression du métier, un déballage et être au cul du camion, c'est important parce que c'est les premiers objets qui sortent, qu'éventuellement la personne vient de rentrer d'une adresse ou qui n'a pas été vue donc, et qui sort en premier sur un déballage sur une foire. Quoi. Opiniâtre, Patrick cherche dans les moindres recoins. La vasque, les sabots. 500. Et vous n'avez rien en dessous avec? Vous l'avez, c'était comment? Posé sur un pied, scellé? Cette vasque sort à l'instant du coffre d'une voiture. Vous l'avez vu comme ça. Combien vous pouvez laisser ça, Marchand, le prix éventuellement? Et en plus, c'est quoi? Je vais dire que ça doit faire 400 €. 400? Oui. Vous pouvez patienter 30 secondes parce que Oui, bien sûr. mon ami va arriver. Pas toute seule à décider, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans un objet comme ça?
Et c'est qu'une fois nettoyé, c'est un joli marbre, le 18e, mais qu'il faut retrouver un pied, et que c'est joli. Avec un joli gaudron, c'est ça qui est joli. C'est l'époque le 14. Voilà. Ça, acheté à Paris, ça vaudrait combien entre nous? Peut-être 3 fois le prix. C'est-à-dire, on répond 1000 €. 1500 €. Bonjour. Je suis intéressée Par la Vasque, Oui. j'ai fait une offre par rapport au coût que m'a demandé, mademoiselle. Enfin, donc j'ai offert 400 au lieu de 450, comme il a fait, ou 500. 500, 450, j'ai offert 400. Voilà, parce que c'est jaune. On va dire oui. Oui. Ok. Je vous... Vous voulez un acompte ou je vous fais le chèque tout à l'heure? Je l'aurai tout à l'heure, hein, y a pas de problème. 9 h du matin. Le vide-grenier de Mézille ouvre officiellement ses portes. Particuliers ou professionnels, plus de 600 exposants sont installés. 15 000 visiteurs sont attendus. Les premiers chineurs arrivent. Patrick, le brocanteur, lui, termine ses achats. C'est une bonne journée de Chine aujourd'hui? Oui. Oui, parce que 3 bons achats, parce que fauteuil en fer très déco, une paire de fauteuils Louis XVI et une vasque en marbre où il faut trouver un joli piétement et qui mérite d'être présenté, préparé. Au moment où vous achetez ces objets, est-ce que vous savez à qui vous allez les vendre? Oui, j'ai des petites idées, comme par exemple le fauteuil, c'est pour les États-Unis. Les 2 fauteuils Louis XVI qu'on va chercher, comme ils sont noyés, c'est pour la région de Lyon, ou le sud de la France. Ça, je pense à un client sur Lyon qui n'achète que des meubles en noyer. Et puis la vasque peut être de la déco, ou France ou États-Unis, bien sûr. Tout à fait. Si vous n'avez pas ça en tête, vous achetez pas? Vous achetez quand même? Ah si, bon, on n'est jamais sûr ni du prix, ni à qui on vend les objets. Ça, c'est évident. Ça serait trop beau et trop facile. Demain, Patrick quitte Mézille pour le Loiret. Il a déniché une adresse, comme on dit dans le métier, un châtelain qui vend sa propriété et veut surtout se débarrasser de quelques meubles. Face au musée du Louvre, le quai Voltaire, le quartier des grands antiquaires. À 43 ans, Philippe Perrin, fils et petit-fils d'antiquaires, figure parmi les plus grands professionnels du monde. Depuis 2 ans, aidé par David Langeois, son collaborateur, il sélectionne une centaine de meubles, témoignages d'artistes, des objets rares et précieux. Tous seront présentés à l'occasion de la 22e Biennale des Antiquaires de Paris, le plus prestigieux salon du monde. En les retournant comme ça, on verra pas comme ça là. Ouais, ils sont là. Ouais. Ça, c'est les objets que vous allez sélectionner pour la Biennale ou pas? Ça, ce sont des objets effectivement qui ont été sélectionnés pour le catalogue qui va sortir au moment de la Biennale. Et ceux-là, ils ont une histoire particulière? Ah oui, ceux-là, ils sont très importants. Ils portent des numéros d'inventaire qui nous ont permis de les identifier dans les archives du garde-meuble de la Couronne. Et ce sont des sièges qui proviennent du grand appartement du roi au palais des Tuileries. On est même allé jusqu'à retrouver une photographie, une vue stéréoscopique datant des années 1865, Second Empire, où on les voit encore en situation dans le palais des Tuileries. C'est tabouret. Baromètre du marché de l'art, la Biennale donne le ton pour les 2 prochaines années. Les grands marchands y présentent leurs plus beaux objets. L'enjeu est de taille et Philippe Perrin a décidé d'innover. Depuis 7 mois, il travaille à la maquette d'un livre, un ouvrage de référence. 40 objets y sont minutieusement décrits. Ce livre sera sa vitrine et rien que pour sa conception, il va dépenser 64 000 €. La réussite de la Biennale est à ce prix. C'est la plus grosse foire pour nous qui ait lieu, dans notre domaine, vraiment pour le mobilier, objet d'art et même peut-être pour les tableaux. C'est la plus grosse foire qui existe au monde. Ça veut dire que là, on y va pour représenter une maison et pour vendre aussi, parce qu'il y a des acheteurs potentiels? Oui, oui. A priori, les collectionneurs de ça, c'est la foire pour laquelle ils vont se déplacer. Donc, ah oui. Donc on se doit non seulement d'être présent et d'être présent avec de la marchandise susceptible de les intéresser ou de les étonner. Aujourd'hui, Philippe réserve une surprise de taille à Bernard Chevalier, conservateur du château de Malmaison. Classé trésor national pour éviter qu'il ne quitte la France, ce bureau appartenait à Napoléon Bonaparte. Et comme la loi l'autorise, c'est l'État qui va se porter acquéreur en trouvant un mécène, pour le plus grand bonheur du conservateur. Oh, il y a bien longtemps qu'on en rêve. Les prédécesseurs eux-mêmes en rêvaient déjà dans les années 60. Et je dois dire que c'est pour moi un grand bonheur de le voir vraiment pour la première fois, parce que c'était un peu un bureau mythique. Face à ce bureau, il y avait l'empereur. Bah oui, vous avez vu d'ailleurs le dessin. Il y a un dessin qui est à l'intérieur ici,
qui vous montre effectivement, je ne vais pas m'assoupir comme Napoléon, mais on voit Napoléon assis sur un fauteuil, derrière ce bureau, dans le cadre de la bibliothèque de Malmaison. Et nous avons en plus la chance d'avoir ici le bordereau d'adjudication, parce que le mobilier a été vendu aux enchères dans la cour du château en 1829, et vous avez là le bordereau, marqué du 8 juin 1829, bureau de la bibliothèque de Napoléon. Ah ouais. À l'époque, il avait été vendu combien? Oh, 565 francs. Ce qui était une somme... vendu, Philippe? Un peu plus. Un peu plus. Oui. Un peu plus. En francs réactualisés, un peu plus. Comment êtes-vous rentré en possession de ce bureau? Il est resté dans la même famille depuis la vente. Et il était de descendant en descendant. Et à un moment donné, ils ont choisi de s'en dessaisir et ils se sont adressés à nous. Et c'est nous qui l'avons acheté. Et à ce moment-là, on a décidé de le proposer au musée. En fait, il a été fait en quelle année approximativement, ce bureau? Écoutez, je pense que ça date des années 1780, j'imagine, parce que c'est un meuble attribuable à Riesner avec 90% de certitude. Le problème, c'est de savoir comment il est arrivé à Malmaison. Et vous n'avez aucune trace de Rien, ça? rien avant, rien. C'est-à-dire qu'il est arrivé un beau jour comme ça? On ne sait rien du tout. Philippe est un antiquaire heureux. Avec ce bureau, il sait qu'il a dans les mains une pièce exceptionnelle, de celle qui peut assurer son succès à la Biennale. Qui avait connu Malmaison lorsqu'il avait 6 ans. Il sait aussi que Bernard Chevalier mettra tout en œuvre pour que ce meuble soit racheté et qu'il puisse retourner dans la bibliothèque du château de Malmaison. Au premier étage de cet immeuble, l'étude de maître Colin du Bocage. Exceptionnellement, ce matin, le jeune commissaire-priseur est dans son bureau. Assisté de Guillaume Dillet, un expert, il doit estimer une pendule en bronze confiée par un client. Bravo en tout cas. Premier objectif, l'identification. Ensemble, les deux spécialistes, comme deux détectives, vont se lancer sur la piste de cet objet, pour le moment anonyme. C'est pas le style non plus. Ah, c'est génial. L'enquête est ouverte. Ça a de la gueule, hein. Tiens, Olivier, mets ça par là. Voilà. Tu vois, parce qu'il faut toujours qu'ils se regardent, tu vois, les candélabres. Ah non, c'est très spectaculaire. Hein. Très, très, très spectaculaire. C'est beau, hein. Charles le Téméraire, la date. Ah ouais, c'est date, attends, je suis pas nouvel an. Je sais pas quoi, ça c'est. Tu vois, t'as 1477, tu vois. À quoi ça correspond de la vie de Charles? Tu vas trouver. Ouais, on va regarder. 1477, attends, je note. Et elle est géniale. T'as vu que le bouclier, le cadran est inscrit dans un bouclier, tu vois. Ouais, t'as un bouclier avec les masses, les trophées. Tout, t'as vu, rien n'est symétrique. Ah, c'est comme qualité, regarde, ils sont pas pareils, ils ont pas le même casque, ils ont pas la même armure. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment dans son jus, tu vois. Il n'a pas été retouché, il est... Tu as le petit morceau qui manque, je vois qu'il manque un... Ben non, malheureusement, j'ai pas la masse. T'as pas la masse? J'ai pas la masse, il manque là, il manque le bout de la masse ici. Ouais. Donc c'est des objets qui sont déclassés en fonction des modes et que nous, on doit aujourd'hui refaire sortir et redécouvrir complètement. Et ça va retourner dans la pièce principale d'une nouvelle demeure. Je vais regarder si le mouvement n'est pas signé. Ouais. Jamais, parce que souvent à cette époque-là, Ah ouais, attends, parce qu'il y a un timbre, ça va pas être facile à... Ouais, attends, parce que... Ah oui, alors, ouais, bon, c'est bon, le mouvement est d'époque, en tout cas, c'est son mouvement d'origine. Tu vois, t'as le timbre là, attends, hop. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, mais donc il y a deux timbres, donc elle doit sonner l'écart et l'ennemi, tu vois, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, elle est signée Vitose Appareil, tu vois, ça c'est un horloger qui a dû travailler à cette époque-là. Et, bah tiens, elle est datée, 1827. 1827? Ouais. Donc elle est vraiment à la fin Charles X, tu vois, début Louis-Philippe, ouais. Ça c'est bien, donc ça c'est une vraie information. Je vais remettre peut-être les éléments. Ça sent bon, ça sent bon. Donc, tu penses vendre ça à qui? T'as des idées? À nos amis russes, ils aiment le monumental, le beau, le spectaculaire, le grandiose, le gigantesque et l'historique. Et alors là, même si c'est pas leur histoire à eux, c'est... Ce qui est très amusant, et c'est là où le travail entre le commissaire-priseur et l'expert est important, c'est qu'on va tout faire pour le mettre en valeur, et puis on va suivre son parcours depuis le moment où on l'a trouvé, jusqu'à l'endroit où il va reprendre une nouvelle vie. Ça, c'est vraiment fascinant. Et pour mieux découvrir l'origine de cette pendule, Guillaume Dillet poursuit sa recherche dans cette bibliothèque. Des milliers d'œuvres d'art y sont référencées. Ici, toutes les pendules passées en salle des ventes sont classées. Celle-ci pourrait y figurer. Donc ça, c'est vraiment, notre pendule, elle est vraiment poste... regarde, ça, c'est insensé. Regarde, Second Empire. Voilà, t'en plein dedans. Attends. Ah oui, bah tiens, ça c'est vachement proche de notre pendule. Hein. Mais c'est un autre, ça. Ouais. Regarde. Elle est où celle-là? Elle est conservée où? Au Louvre.
Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Charpentier Gechter. Voilà. Premier indice, une pendule similaire signée Gechter, exposée au Louvre. Gechter, Jean-François Théodore Gechter. Présenté au salon de 1833. C'est quoi, c'est un salon industriel, c'est quoi? Je regarde Gechter là-bas. Tiens, voilà, Charles Martel, combattant le roi des Sarrasins. Elle a figuré au salon de 1833. Tu vois? C'est ça. C'est génial. Attends, tu sais que notre pendule, on arrive à la dater vachement bien. C'est toujours extrêmement vexant de passer à côté de quelque chose. Donc, nous, on défend les intérêts des vendeurs. Donc, l'idée, c'est quand même d'approfondir un maximum. Là, on a trouvé assez rapidement pour la pendule qu'on a vue au bureau. Là, on est plutôt sur une bonne voie, là. Donc, on devrait, à mon avis, en allant au Louvre, en demandant au conservateur de nous recevoir, s'il accepte, ce que j'espère, faire de vraies découvertes, quoi. Quelques jours plus tard, toujours sur la piste de leur pendule, nos deux enquêteurs ont rendez-vous au musée du Louvre. Et pour cette visite très privée, ils disposent d'un guide exceptionnel, Daniel Alcouf, le conservateur en chef du département des objets d'art. C'est dans l'une des salles qu'il dirige que se trouverait une pendule toute similaire à celle de Guillaume et Olivier. Réponse au bout de ce couloir. Ah oui. Vous pouvez retirer la cloche. D'accord. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de fond. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de fond, formidable. Hop. Tu viens. On a une pendule dans le même esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que les candélabres vraiment reprennent tout à fait le même sujet. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Vous voyez, voilà la pendule, avec le bouclier dans lequel est inscrit le mouvement, les faisceaux d'armes latéraux qu'on retrouve un peu sur votre pendule, et des candélabres qui sont vraiment dans le même esprit. Et bon, en fait, le bronze, c'est du charpentier. Le fondeur charpentier. Voilà, Nicolas Germain Charpentier, d'après Jean-François Théodore Gechter, garniture de cheminée, Paris 1849, bronze argenté doré. Avec ces photos, la ressemblance est flagrante. Ces deux pendules sont très comparables. Les candélabres, le décor du socle sont très proches. Le sculpteur, l'horloger sont les mêmes. L'obstination des deux hommes a payé. La simple pendule néo-gothique devient maintenant un objet de collection. Avec cette petite sœur au Louvre, sa valeur a soudainement augmenté de 30%. On n'est pas déçus, parce que c'est vrai que ça aurait pu être... Vous la connaissiez pas? Je la connaissais pas, on m'avait donc signalé, je l'avais jamais vue. Et effectivement, j'avais peur que la nôtre soit un modèle beaucoup plus simple ou quelque chose de très différent. Et en fait, c'est quand même très comparable. Le vôtre est plus riche, a un socle encore plus monumental et entièrement... C'est la même inspiration. Et voilà, entièrement argenté et doré, mais et dans les volumes et dans la qualité, c'est assez comparable. Pour le commissaire-priseur, son enquête est terminée. La pendule, estimée 10 000 €, sera présentée à sa dernière grande vente. Ouais, c'est une satisfaction. Philippe Perrin est en route pour le château de Malmaison. Il y a quelques jours, l'antiquaire apprenait que l'État avait enfin trouvé un mécène. Celui-ci propose de financer l'achat du bureau de Napoléon. Ainsi, 1 an après avoir été déclaré trésor national, ce meuble historique devrait à coup sûr regagner prochainement le château. Bernard Chevalier en sera le gardien attentionné. Le bureau de l'empereur sera placé dans l'aile gauche du château, à côté de la salle du Conseil des ministres, dans la bibliothèque où plusieurs heures par jour, l'empereur se retirait pour travailler. C'est depuis cette pièce, à cet emplacement, qu'à l'époque, il dirigeait son empire. C'est pas le bon bureau, c'est un bureau qui a été mis là dans les années 1980, parce qu'il fallait un bureau de Napoléon, et comme celui-ci était disponible à Fontainebleau, on a mis celui-ci. Mais c'est vrai que c'est un bureau exceptionnel, c'est une pièce historique magnifique, mais qui n'est pas du tout dans l'esprit, et dans l'esprit de ce qu'il y avait ici à Malmaison. Oui, parce que là, en fait, on voit l'aquarelle, là. On voit le bureau en place, effectivement, qui est beaucoup plus petit que ce bureau-là. Et là, cette aquarelle qui date de 1826 montre effectivement le bureau en place, avec le peintre s'est amusé à ajouter un petit Napoléon qui a l'air un peu assoupi d'ailleurs sur l'aquarelle, mais on note l'exactitude du dessin puisque le bureau correspond exactement à celui qui est ici. Donc nous avons un élément, une aquarelle d'une précision exacte, quasi photographique. C'est la première fois, Philippe, que vous avez un meuble qui risque de finir comme ça dans un musée? Non, on a déjà eu des meubles avec des histoires
comme ça. Un bureau qui a appartenu à la reine, qui est retourné à Versailles. L'écritoire de Marie-Antoinette, qui est aussi retourné à Versailles. Voilà, on a eu quelques meubles comme ça qui ont retrouvé le chemin des musées. C'est un jeu de piste. Chacun amène sa pierre et mes successeurs font la même chose pour donner le maximum d'authenticité à cette maison et que les gens visitant et sortant ici aient l'impression d'avoir une maison habitée et quasiment de rencontrer au détour d'une porte ou Bonaparte ou Joséphine. Dernière vérification avant le retour du bureau au château, Bernard Chevalier veut en savoir un peu plus sur son histoire. Il pense trouver une réponse à l'université de Princeton aux États-Unis, dans les archives du prince Eugène de Beauharnais, héritier de Malmaison. Philippe Perrin a décidé que le bureau de l'empereur sera la pièce maîtresse de son stand. En quelque sorte, la vitrine de son savoir-faire. Et pour la décoration, il veut ce qu'il y a de mieux. Coupe ici, d'accord ? Oui. Réunion de chantier avec Guillaume Féaud, décorateur et spécialiste des boiseries anciennes. Objectif, tenter de placer sur un plan la centaine d'objets exposés dans 70 mètres carrés. Regarde, tu fais une entrée comme ça avec 2 portes et tu refais la même ici. C'est un peu comme un décor de théâtre en fait, non? Tout à fait. Hein. Oui. Ouais. Exactement, oui. Pas facile à gérer parce qu'on doit remployer des éléments qui sont anciens. Donc ça, c'est pas évident. Parce qu'ils ont des dimensions particulières et que ça tombe, comme par hasard, jamais bien. C'est comme un décor de cinéma, quoi, je veux dire, sauf que c'est fait avec des choses, tout est fait avec des choses d'époque. Et ça va durer 15 jours. Et après, on va tout casser. Pas casser, on va tout démonter. On va tout démonter, pas casser. J'exagère. Alors c'est ici où j'avais comme idée ça, ces panneaux-là, qui sont très beaux, qui sont complètement rocailles, avec une très belle découpe dans les panneaux. Et ça, on pourrait faire un petit cabinet d'amateur qui pourrait avoir beaucoup de gueule. Mais tout petit, tu voudrais faire ça? Non, on n'est pas obligé, vu les dimensions du stand, de faire quelque chose de trop petit. On peut faire une petite pièce de... Parce que c'est très grande, cette boiserie. Elle est haute, oui. T'as quoi? T'as 4,50 m là? Non, il y a 4,30 m. Ça avait une folie de 17e qui était tout près de Montfort-l'Amaury, qui a été démolie par les propriétaires qui n'avaient pas les moyens d'entretenir la maison. Et la poutre centrale était pourrie, elle s'écroulait dans le château, donc ils ont dû raser le château. Vous avez pu récupérer ça? Et juste avant les bulldozers, on a pu récupérer ça. C'était limite. J'aime ça, j'aime les boiseries comme ça, en bois naturel. D'ailleurs, à l'époque, elles étaient jamais comme ça, ou quasiment jamais. Elles étaient comment? Toujours peintes. Toujours peintes ou dorées. Ou dorées. C'est surtout au 19e, ils ont commencé à les décaper. Mais... C'est que c'était comme ça, c'était blanc et or, par exemple. Mais c'est très chaud, comme ça. Le chêne, comme ça, c'est très chaud, c'est très agréable à vivre. Et en même temps, quand on fait des stands avec ça, comme pour les maisons, c'est un peu des pièces du soir. C'est-à-dire qu'éclairer, c'est assez sublime. Ça a beaucoup de gueule. L'immeuble ressort très bien aussi dedans. Ouais. Un mois plus tard, catastrophe pour Philippe Perrin. L'antiquaire est fin prêt et pourtant il doit faire face à un imprévu. Le conservateur de Malmaison vient de recevoir les résultats de sa recherche dans les archives de l'université de Princeton. Bernard Chevalier a obtenu la copie d'une lettre, la liste des meubles de l'empereur dans la bibliothèque de Malmaison. Les meubles que l'on peut qualifier historiques se bornent au surplus à un petit nombre. Ce sera par exemple le grand bureau à balustre qui est au fond de la bibliothèque. Le meuble acheté par Philippe n'était donc pas celui de l'empereur. Tout le monde croyait, depuis 1829, c'était le bureau de l'empereur, parce que c'était comme ça, c'est une tradition. Le problème des meubles de Malmaison, c'est qu'ils ne sont pas marqués comme dans les autres palais de la couronne. Si vous avez un meuble de Versailles, vous avez un numéro du garde-meuble, à Malmaison, il n'y a rien. Donc, parfois, quand il y a une étiquette sur un siège, on sait que ça vient de Malmaison, mais les 3/4 du temps, c'est la tradition qui l'emporte. Il est vrai qu'on le voit reproduit sur l'aquarelle de 1826, et c'est vrai que depuis cette époque-là, le bureau étant présenté dans la bibliothèque, avec en plus un petit Napoléon qu'il a rajouté dessus, a complètement authentifié le... Jamais on n'avait remis en question Jamais, personne, jusqu'en juillet 2004. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle erreur historique qui est perpétuée sur 175 ans. Je veux dire, c'est vrai que c'est un scoop. Voilà, c'est un scoop historique. Je ne sais pas si ça se dit. J'avoue que j'ai mis un certain temps avant de m'en remettre. D'abord parce qu'on n'aime pas se tromper, même si ce n'est pas de sa faute. Et puis en plus, ce bureau dont tout le monde a rêvé, mes prédécesseurs en ont rêvé. J'étais tellement content de le faire rentrer à Malmaison. En plus, on avait trouvé le mécène. C'était parfait. Et au dernier moment, tout bascule. Là, on voit, par exemple, c'est vrai qu'on voit Napoléon qui est reproduit derrière son bureau. Donc,
Et en fait, Vous avez tout à perpétrer, cette espèce de l'artiste, c'est mépris. simplement... Oui, il s'est amusé à mettre un petit Napoléon. Il ne pensait pas qu'en mettant un petit Napoléon, il authentifierait ça d'une manière définitive. Ça date de 1826, Napoléon était mort depuis 5 ans quand il a fait ça. C'était amusant, c'était un clin d'œil pour lui. Il a mis un petit Napoléon aussi. Seulement voilà, ouais. Voilà, il y a des clins d'œil qui coûtent cher. C'est vrai que financièrement, c'est pas une bonne opération, oui. Parce que nous, on a acquis le bureau comme étant le bureau de Napoléon. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que là, il est déprécié, quelque part. Il perd son pédigré. Il n'y a plus le fameux Napoléon. Il n'y a plus le fameux Napoléon. Il n'y a plus que maintenant la Malmaison. Ce qui est déjà pas mal quand même, mais c'est plus la même chose. On a une certitude, c'est le lieu, mais par contre, l'appartenance, c'est pas Napoléon, ça c'est sûr. Voilà. Face à cette erreur historique, Philippe dispose maintenant d'à peine quelques semaines pour trouver un autre meuble d'exception. Sur une route du Loiret, le brocanteur Patrick Morcos est toujours au volant de son camion. Cet après-midi, il a rendez-vous dans un château de la région. Des rendez-vous par semaine, vous en avez combien? Par semaine, c'est, on va dire, sur 5 rendez-vous. Et si je vais même voir des petits rendez-vous sans importance, je peux être entre 5 et m'approcher de 10 rendez-vous. Il y a des régions qui sont des vrais greniers pour le mobilier, pour le métier que vous faites? Ça, je crois que c'était il y a longtemps. Vraiment, c'était dit, par exemple, on disait la Bretagne, la Normandie, c'est des régions avec des châteaux, avec l'armoire classique, la comptoise et le vieux coffre. Ça, c'est un peu fini dans le sens où il n'y a plus tout ce qu'il y avait, parce qu'il y en est parti beaucoup. Ça veut dire que pour trouver un objet, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Tout à fait. Il faut répondre à un rendez-vous éventuel qui est à l'autre bout de la France. Et cet après-midi, il a rendez-vous au milieu d'un parc de plusieurs dizaines d'hectares, dans ce château de la fin du 19e siècle. Une adresse, comme on dit chez les brocanteurs, que Patrick fréquente depuis maintenant une quinzaine d'années. Monsieur Miranda, le propriétaire, ne vit plus que dans une seule pièce du château qu'il vient de vendre. Bonjour. J'ai poussé la porte. Marcos. Ça va bien? C'est bien ça votre nom, hein? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous n'avez pas fini de déjeuner? Ah, je suis en train de finir. D'accord. Tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un œil, je vous laisse finir. Comme je connais un peu les lieux, oui, vaguement. Et je regarde ce qui peut m'intéresser, et puis vous me retrouvez tout à l'heure, dès que vous avez fini, vous me retrouvez sur les lieux? Oui, dans quelques minutes. Le lieu qui intéresse Patrick est situé dans l'aile gauche du château. C'est une cave laissée à l'abandon depuis des années. Sa lampe de poche en main, il va en explorer chaque mètre carré. Là, c'est un placard 1900 sans intérêt. Alors, c'est typique la cave, la grange, où on stocke le bois. Un vieil œil de bœuf en bois assez marrant à faire fabriquer maintenant, ce serait plutôt onéreux. Celui-ci aussi, il y en a même donc une paire. En décoration, ça c'est sympathique, ça. Qui peut faire un joli élément de décoration dans une maison. Donc ça aussi, on va essayer de réunir les deux. Je vais lui demander si il est partant pour les vendre. Que ça c'est au moins fin 18e, voire début 19e, mais c'est vraiment joli. Et on peut mettre des miroirs à l'intérieur, faire un trompe-l'œil, etc. Fin de la visite de la cave. Mais risque et péril, mais ça a l'air de tenir. Direction maintenant les greniers au 3e étage du château. Méticuleux, Patrick prend le temps d'inspecter chaque pièce. La découverte d'une perle rare est à ce prix. Alors là, il y a des lits à reconstituer, voir s'ils sont complets. Mais ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, Patrick? Oui, oui, tout à fait. Parce que là, donc il est chevillé, il est bien monté. On va regarder en dessous. Voilà. Regardez quoi? Je regarde le montage, ici les chevilles, le travail, ses proportions. Il a un pied à restaurer. Et ici, il se visse de l'extérieur avec un tire-fond qui passe comme ça. Et toi, t'es sûr que c'est un lit d'époque, ça? Oui, ça c'est un lit d'époque Louis XVI. Il y a une couleur en plus sympathique, marrante. Il est intéressant, malgré l'état. Mais bon, c'est pas des fortunes, mais ça mérite de le sauver, quoi. Voilà. C'est rare des lieux comme ça, en l'état, parce que c'est... Ah, dans cet état-là, oui, c'est plutôt rare. Heureusement et malheureusement, c'est-à-dire que
quand le métier on faisait il y a 30 ou 40 ans, il y avait plus d'endroits, je veux dire, où les choses étaient comme ça, sans être mis en valeur, ou étaient mis un peu à l'écart, de côté, rangés. On s'y intéressait moins que maintenant. Donc maintenant, on ressort les objets. Mais là, c'est vrai que les meubles ont subi les intempéries, ont subi l'état de l'environnement. Je veux dire, les fuites d'eau, l'humidité. Patrick poursuit ses recherches avec toujours la même rigueur. Il sélectionne. Un objet. Un coup d'œil lui suffit pour juger de la qualité d'un objet, pour l'estimer. Ça, c'est chic la forme. Et tout de suite, de faire une offre au propriétaire. Autour des 100 € si ça vous... Oui, 100 €, oui. Si ça vous va. Voilà pour la boîte perse. Reste maintenant à faire une proposition pour les 2 lits repérés dans la première chambre. Alors, ces 2 lits. Oui, j'écoute. L'idéal, c'est 300 € les 2. 300 € les 2. Oui, je veux bien, oui, je veux bien, oui. D'accord, bon. 300 € pour les 2 lits. Alors, je vais descendre ça. Je commence à descendre les choses, hein. Oui, ok. Avec Patrick Morcos, pas de petit marchandage mesquin. Lui préfère la négociation claire et rapide. Ensuite, toujours sous l'œil du châtelain, le brocanteur se transforme en déménageur. Un déménagement au pas de charge. La lumière est belle, dis donc. Dernière étape, la transaction. En 3 heures, Patrick a sélectionné près d'une vingtaine d'objets. Et là encore, le professionnel a sa méthode. Donc on avait dit les 2 lits à 300 €. Tous sont soigneusement identifiés, notés, et à chacun correspond un prix. 1500 €. Voilà. On a parlé des prix au fur et à mesure, et les gens maintenant aiment bien voir au détail les choses. Ouais. Maintenant, je réunis à la fin, je remets les choses un petit peu en mauvais état, un encrier vraiment en mauvais état, et la boîte perse, qui est un objet de charme. Moi, j'aime les choses d'Extrême-Orient, qui s'avèrent à début 20e, mais l'objet est joli. Donc, c'est pas des gros prix, donc il n'y a pas lieu à une grosse discussion. Fin de la négociation, Patrick Morcos est satisfait. Je suis content parce que... Oui, je suis content parce que c'est des choses qu'on découvre, que j'aime acheter et qui peuvent plaire à tout type de marché, bien sûr. Oui, je suis content. Même si c'est peu, ça paraît peu, des choses assez ordinaires, c'est malgré tout sympathique. À la limite, ce qui me plaît le plus, c'est ces 2 objets-là et les 2 lucarnes très drôles qu'on a sorties donc tout à l'heure. Je ne vais pas y toucher. À ce moment-là, libre à celui qui va l'acheter de le transformer et de le vendre comme il a envie. Et ça se vend? Maintenant, oui, je pense que ça va se vendre parce que ça fait partie des objets de charme, des objets, des éléments anciens d'architecture, de construction, d'intérieur, plaisent toujours quand on le réutilise comme ça. C'est complètement atypique. Et puis, enfin bon, il y a une paire, ce qui est très marrant. Ça peut s'utiliser dans les 2 sens, mais je trouve que ça a beaucoup de charme. Voilà. Demain matin, très tôt, sur les puces de Saint-Ouen, tous ces objets seront mis en vente. Nous sommes dans un endroit tenu secret. L'entrepôt de l'hôtel des ventes de Drouot. Déjà vu les loups, quoi. Ce matin, Olivier Collin du Bocage et Guillaume Dillet doivent sélectionner 200 pièces pour leur dernière grande vente aux enchères de l'année. C'est vrai que les choses dorment un tout petit peu entre le moment où elles sont prises chez les gens et puis où on commence à de nouveau les retravailler dessus pour les affecter aux différentes ventes. Avec l'ouverture de ces caisses, débute le rituel de la sélection. Quelquefois, on a une bonne surprise parce qu'on n'a pas eu le temps d'enlever les marbres, etc. On va découvrir des estampilles et donc on va réajuster toutes les estimations qu'on avait pu faire à la première fois. Première étape, tout vérifier. C'est la découverte, c'est la boîte aux souvenirs. Voilà. Donc il y a vraiment... Il y a un nom pour ces petits objets Moi je dirais la drouille. Non, c'est vraiment, ouais, c'est ce qui va être mis dans des manettes à Drouot. Donc dans des grands cartons dans lesquels on va trouver tout un tas de choses. Un peu l'inventaire à l'après-vert. Ça va donc du patin à glace au peignarisot. Il y a des vieux spots des années 30. Il faut un petit côté Nautilus. Il y a tout. Il y a des petits ramequins. Donc ça c'est la drouille. C'est ce qui fait le bonheur des brocanteurs. Et c'est ce qui va partir dans la France entière sur les marchés, puisque quand même beaucoup d'antiquaires ou de petits brocanteurs qui s'alimentent à Drouot. Et ça va être vendu quelques centaines d'euros. La caisse, c'est presque mieux ce qu'il y a dedans, en fait.
Spécialiste de l'art, le commissaire-priseur est aussi là pour vendre. Ces 8 fauteuils d'époque Louis XVI, estimés 30 000 €, sont d'une qualité exceptionnelle. Alors pour le faire savoir, rien ne vaut une bonne photo dans un catalogue. Une centaine de pages destinées aux meilleurs clients, mais aussi à tous les musées. Aujourd'hui, c'est l'outil indispensable pour la réussite d'une vente aux enchères. Un catalogue, c'est quelque chose de commercial et en même temps, vraiment, c'est notre outil de travail et notre force. Donc, il ne faut pas lésiner sur le catalogue et sur les photos. C'est pas mal? Il faut donner sa chance au produit. C'est un petit peu commercial, mais c'est vraiment ça. C'est le mettre sous son plus beau jour et le faire apparaître sous son plus beau jour. Durant 3 heures, le commissaire-priseur va sélectionner plus d'une centaine d'objets destinés à Drouot. Retour à Paris, Olivier consacre maintenant toute son énergie à la préparation de sa vente. Et c'est bien connu, pas de bonne vente aux enchères sans tableau. Visite chez son expert, René Millet. Je t'apporte ça, ce que je t'avais dit, ce dont je t'avais parlé. Je crois que c'est... On va les mettre à la lumière, hein. On va être mieux. Je sais pas... Ça m'a l'air un peu dans le goût, non? Bah, c'est des bouquets de fleurs. Tiens, voilà, attends. Ouais, c'est joli ça, en fait. C'est de la déco, ça ou... Bah, c'est mieux que la déco, mais c'est pas de l'époque. Ça se veut 18e, mais attends, bouge pas, on va regarder comment ça se passe. C'est rentoilé. J'ai pas mis un gros prix dessus. T'as mis quoi, 3 000 à 4 000 €, un truc comme ça? Bah, j'ai même été plus prudent que ça, j'ai mis 2 000 à 3 000. Et ils en espèrent plus, à toi d'infirmer ou de confirmer. Ça va être joli, c'est ça, là, mais une fois que ça sera nettoyé, ça sera joli. Vous pouvez passer un petit coup de white spirit dessus pour voir comment ça va se passer? D'accord. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux, tu vois, c'est très joli, hein. C'est très joli parce que les fleurs blanches sont bien. Il y a toujours les blancs, il faut toujours se baser sur les blancs dans ce métier parce que, tu vois, les tableaux sont très sales. T'as vu ce que j'ai comme truc sur le coton? Effectivement, on voit quand même que c'est pas tout à fait de l'époque qu'il faut. Oui, non, c'est mais c'est joli, c'est décoratif. Non, c'est très déco. Mais c'est déco, quoi, c'est joli, puis ça fera plaisir à quelqu'un, quoi. Bon, vas-y, dis que ça vaut, je sais pas, 2 000, 3 000, 3 000, 4 000 €, mais on fera peut-être un peu plus parce que c'est quand même un tableau qui est... Je mets 3 000 à 4 000. Ouais, c'est un tableau qui est franchement plaisant et qui est franchement agréable à regarder. L'autre, là, le gros morceau. Ah, le grand tableau est plus excitant, quoi. Le grand morceau. Le grand tableau est plus excitant. Ça, c'est dire si ce métier est dangereux, j'avais complètement cassé la figure. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est rare, ça n'existe pas, c'est un portrait de famille, hein. Pour Olivier, l'expertise de René Millet va décider du destin de ce tableau de maître. Le tableau est magnifique parce que les robes, les soies, les tissus, les mains, les gestes, les regards, le tableau est très plaisant. Qu'est-ce qu'il faut estimer ça? Il faut le défendre jusqu'à quel prix? Il faut le défendre parce que le tableau est quand même rare. En plus, le tableau est signé de quelqu'un, donc il n'y a pas de problème d'authenticité, ce qui est toujours la plaie du tableau ancien, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr à 1000% que le tableau est de ce gars-là? C'est quand effectivement le tableau est signé, c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut que tu me donnes un prix. Entre 40 000 et 60 000 €, on doit être à peu près dans les clous, quoi. Mais dès qu'on voit que c'est beau, dès qu'on voit que c'est rare, là, il faut qu'on soit comme des chasseurs et qu'on reste aux aguets et qu'on trouve après et de qui c'est et l'attribution, etc. Enfin, c'est tout un phénomène de partout chercher la beauté là où elle est. Olivier a choisi, ce tableau figurera dans sa prochaine vente aux enchères aux côtés de la pendule de Gechter dans moins de 2 mois. Patrick a roulé une partie de la nuit pour être à Saint-Ouen à 6 h du matin. Dans son camion, tous les objets achetés dans le château du Loiret. Philippe? Ces curieux ne sont pas de simples clients, mais des professionnels. Ils sont tordus d'origine? Ah ouais. Les deux sont comme ça incurvés. C'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Bon non, notre fourmi. Ça t'amuse pas? Si, ça m'amuse, mais... Ouais, sans plus. Un premier refus, mais Patrick n'est pas inquiet. Il a confiance dans sa marchandise. Vous arrivez le matin, d'ores et déjà vos confrères viennent voir un peu ce que vous avez. Voilà, bien sûr, il y a toujours une partie de la marchandise qui peut intéresser les confrères qu'on des demandes, Oui, bien sûr. Le marché aux puces a ses propres règles.
Ainsi, traditionnellement, le vendredi matin, entre 7h et 11h, le marché Serpette est réservé exclusivement aux professionnels. Patrick s'est lancé dans la brocante il y a plus de 30 ans. D'abord installé en province dans les années 90, il débarque à Saint-Ouen, où il achète cette petite boutique de 15 mètres carrés. Tout semble calme et pourtant le rideau à peine levé, les premiers clients se précipitent. C'est la salière en faïence italienne qui est négociée. Pittoresque, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Dis-moi, c'est un prix auquel ça te... 100, je te dis. Ok, d'accord. Ça va? D'accord, ouais, bien sûr. Ok. Bah, on le range ici et puis tu me règles tout à l'heure. Ah, ok? Ou tu l'emmènes et tu repasses me régler. Tiens. Non, comme tu veux. 500 €, une bonne affaire pour Patrick. Il l'avait payé 200 au Châtelain. Les affaires continuent, la boîte perce. Acheter 100 € intéresse un amateur. C'est japonais? Je trouve ça très... Ah non, c'est pas japonais. C'est plutôt perse ou chose comme ça. Un petit peu usé, mais sympathique. Et dis-moi combien tu veux. J'ai demandé 600 €, je peux faire 500 marchands, voilà. Le phénomène du déballage et être le premier à l'ouverture d'un stand d'un salon, de l'ouverture d'une boutique, on est peut-être le premier à arriver sur une éventuelle affaire, un éventuel achat qu'on a besoin d'effectuer, quoi. C'est pour ça qu'il faut être là à 6h du matin, quoi. En fait, c'est pas une légende. Entre 6 et 7 se passe un marché pour gens avertis. Voilà, c'est tout. En 15 ans, Patrick Mourcos a su s'imposer à Saint-Ouen. Sans cesse à l'affût, c'est un traqueur d'objets, doublé d'un fin commerçant. J'ai pensé à toi hier en rentrant de lucarnes marrantes. Ah bon? Non, mais c'est vrai qu'elles sont drôles, incurvées. Patrick s'adresse à Catherine, spécialiste dans les objets de décoration. Il veut lui vendre les 2 lucarnes. Ça peut ne pas être cher. Je peux te faire ça 700 € les deux. Je fais un 18e très marrant, mais pour faire un décor en trompe-l'œil, etc., je trouve ça très drôle. Incurvé comme ça d'origine. Ouais. Tu peux pas faire un prix? Si. Combien? Je peux te le faire 600 € si ça te fait plaisir. Mais il y a une petite couleur en dessous d'origine. Et... 500 si tu veux. À prendre ou à laisser? À prendre ou à laisser. Vas-y, ça fait plaisir, bien sûr. Je te les vends dans leur jus. Je repasse tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. L'affaire est faite pour 500 €. Cette paire de lucarnes dans leur jus, sans aucune restauration, le brocanteur les avait négociées 150. Mais pour Patrick, la vente n'est pas terminée. Restent encore les 2 lits dénichés dans le grenier du château. T'as deviné que c'était ces lits-là? Donc il y a un petit lit Louis XVI. J'arrive. Ces 2 lits, il les a achetés 300 €. Il y a un petit lit de directoire peint. Les côtés du lit sont là. Donc ça t'intéresse d'avoir un prix des 2, de celui-là, que de celui-là? Je peux te faire ça. Il y a du boulot, les tire-fonds, 600 €, si tu veux. Oui, le bas de pied. L'acheteur va observer les 2 lits dans les moindres détails, sous toutes les coutures. C'est-à-dire que là, il faut bien renflouer. L'autre est bon ou... Là, il faut le changer ici, l'autre. Hein. Enfin, ouais. Il faut le réparer. Bah oui, tout à fait. Oui. Évitons de forcer sur ce qui reste. Bon, je te revois tout à l'heure pour le lit si tu veux. Enfin, tu me dis. Ouais, je reviens. Ouais. D'accord, ok, à tout à l'heure. Malgré la promesse, l'homme ne reviendra pas. Et pourtant, pour le brocanteur, ces 3 heures de vente sont un succès. Les 3/4 de la marchandise achetée dans le château du Loiret ont trouvé preneur ce matin. Les 2 lucarnes sont maintenant entre les mains de Catherine Deray, qui à son tour va les mettre en vente dans sa boutique. Il va aller où cet objet à votre avis? Il est destiné à quel genre de clientèle? Il est destiné à une clientèle de décorateurs ou de marchands plutôt. Oui, plutôt décorateurs, pour faire une vitrine ou créer une ambiance. Ça vaut combien maintenant ça à la vente à votre avis? Ça peut partir écoutez, je sais pas, 800 € peut-être. 800, 900 €, je sais pas, on va voir. Moi je vais proposer un prix et j'attends qu'on me fasse une offre. Et cette offre va lui être faite quelques semaines plus tard.
Nettoyés, les deux lucarnes sont passées de 500 à 800 euros. Une Américaine est intéressée. Je pense que je vais les accrocher verticalement et je placerai un miroir derrière. Ça va être magnifique. On peut encore les disposer au-dessus d'une porte, comme trompe-l'œil, ou encore les disposer en vis-à-vis de façon à ce qu'elles se réfléchissent l'une dans l'autre, de chaque côté d'une pièce. Vous savez d'où proviennent ces lucarnes? J'ai compris qu'elles ont été trouvées dans un château en France. C'était, je crois, près d'Orléans. C'est utile pour moi de pouvoir raconter tout ça à un client. Ils sont toujours très curieux de savoir d'où provient l'objet. Ce genre d'anecdote, c'est un plus. C'est toujours mieux de raconter ce genre d'histoire. Oui, toutes les informations sur l'histoire d'un objet sont importantes. C'est ça qui donne envie d'acheter. Aux États-Unis, ces deux lucarnes seront proposées 1 200 euros. Mais peu importe le prix, les Américains ont une véritable passion pour le patrimoine français. Aux États-Unis, on raffole de nos antiquités. Philippe Métiaz l'a compris, ancien brocanteur, il guide des Américains sur les marchés français. Avec lui aujourd'hui, Marc et Kevin, antiquaires en Louisiane. Leur budget pour la semaine, plus de 150 000 euros. On peut faire de 2 à 500 km par jour, voire plus. Et bouger beaucoup pour optimiser au maximum le voyage et diversifier ce que l'on peut voir et trouver. Durant une semaine, ils vont sillonner la France. Au programme, pas moins d'une vingtaine de foires et de salons. Premier arrêt, Avignon. Pour un grand déballage réservé aux professionnels. Tout est codifié, les transactions ne peuvent se faire qu'à partir de 8 h du matin. Alors, à l'ouverture des portes, c'est la ruée. On vient du monde entier pour acheter ici, pas question de flâner. Les deux antiquaires sont avertis, ils savent que pour bien acheter ici, il y a un mot d'ordre, être le plus rapide. Sticker? Bien sûr, il y a la barrière de la langue, mais Kevin et Marc ont un joker. Payé 9 000 euros, Philippe Métiaz est tour à tour traducteur, expert, mais aussi arbitre. Au moindre doute, c'est près de lui que Marc et Kevin trouvent une aide, un conseil. Début du marathon, chaque objet est minutieusement inspecté. Je peux vous la laisser à 900. Commode sauteuse, Louis XVI, très belle qualité. Marbre d'origine. Ça a été, les tiroirs ont été refaits. Mais tout ça, façade d'origine et le marbre d'origine. Hein? Ça, c'est d'origine. C'est rare. Kevin et Marc sont intéressés par cette commode, mais la qualité laisse à désirer. Alors Philippe va entrer en scène. Philippe, tu crois qu'elle a été refaite? Oui, totalement refaite. Merci, au revoir. La vente ne se fait pas, mais pas pour une histoire de prix. Vous savez, si la qualité est là, nous ne nous fixons aucune limite pour acheter. Que l'objet coûte 50 000 euros ou seulement 1 000 euros, si les objets le méritent, nous les achetons. Nous prenons tout ce qui peut bien se revendre aux États-Unis. Après la commode, Philippe expertise maintenant un fauteuil Louis XIII. Merci, c'est un faux, c'est une reproduction. Comment vous voyez ça? À la qualité du bois, de la sculpture, puis le prix surtout, c'est pas en rapport avec l'objet. Pour les deux antiquaires américains, les affaires n'attendent pas. Salut. Ce lustre les intéresse et Philippe a tout juste le temps de signer un chèque de 700 euros. Ok. Je fais une photo comme ça, je possède une trace de chaque objet qu'on achète. C'est comme une sorte de garantie. Une preuve d'achat. Nos trois chasseurs d'antiquités quittent le bâtiment principal pour les allées extérieures. Et là, les deux antiquaires américains vont dévoiler leur talent. Kevin passe à l'attaque en simulant de s'intéresser à un confiturier. Philippe, le confiturier? 600 euros. 600 euros. The tray is not original. Il est très ordinaire et en plus, il a été transformé après. Transform after. Mais le véritable objet convoité par Kevin, c'est ce chérubin, introuvable aux États-Unis.
1 000 €. Si on arrive à avoir l'ange à 750 et les deux pour 1 200, qu'est-ce que t'en penses? Pour obtenir une remise plus importante, Kevin propose un prix pour les deux objets. S'il te plaît, Philippe, tâche d'avoir les deux objets pour 1 200 €. Ok. Et les deux? Et les deux? Là, ouais. Les deux, 1500 1400. 1400. Il pensait plutôt dans les 1200, 1300, un truc comme ça. 1300? Oui, 1300. 1300, ouais, ok. D'accord, parfait. Tiens, ton stylo, ton carnet. La technique à payer, ils viennent d'économiser 300 €. Marc et moi, il faut toujours qu'on soit d'accord. Sinon, on n'achète pas. Si Kevin n'achète jamais seul, c'est souvent lui qui découvre les objets. Philippe! Philippe! Il vient de repérer une commode. Oui, merci. Elle est superbe. Elle fait combien la commande? Je crois que le vendeur nous la propose à 1100. Et là encore, c'est Philippe qui commence à marchander. Si tu me le veux, je le donne à toi. À combien? 10 800. Allez. 10 800, c'est un cadeau vraiment. 10 800. Parfait, hein? C'est une bordelaise? Bordelaise. Oui, bordelaise. Le vendeur a été mis en confiance. Kevin emploie la même technique que pour l'achat du chérubin. Il ajoute cette console à son marché. Et maintenant, la négociation peut commencer. Elle fait combien? 4005. Et pour les deux? Des suites et 15 000. 15 000, Kevin veut encore baisser le prix. Les pieds ont été réparés, non? Oui, mais cette commode a 300 ans, monsieur. Bien, je vous fais le lot à 13 800 €. Ah, d'accord. Marché conclu, vous pouvez embarquer. Elle est vraiment très originale et très imposante. Et d'une qualité exceptionnelle, c'est rare. Je suis très content de cet achat. C'est cher, mais c'est un meuble exceptionnel. C'est ce que j'aime. Cette table ne vous intéresse pas? Non. Le meuble non plus? Non, non, non. Pourtant, c'est bien. J'ai été très heureux de vous rencontrer. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. Envoyez-nous des photos, on vous achètera des meubles. Si vous voulez, on peut rester en contact. Merci encore. C'était un plaisir. Après chaque achat, Philippe Métiaz colle une étiquette numérotée. Les meubles achetés sont placés dans un container pour être envoyés aux États-Unis. Mais pour le moment, ce container est loin d'être plein. 13 000, 14 000, 15, 25, à peu près 25 000, 30 000 euros. 25 30 000. C'est beaucoup quand même. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a mieux. Kevin et Marc l'ignorent, mais leur journée n'est pas terminée. Histoire de mieux rentabiliser son circuit, Philippe Métiaz leur réserve une surprise, à 2h30 de route, à Nice. Plus exactement dans le centre-ville, sur le cours Saleya, transformé en une gigantesque foire aux antiquités, mais celle-ci, contrairement à Avignon, est ouverte au public. À peine arrivés, Kevin et Marc vont se lancer dans une inspection minutieuse. Ils veulent tout voir. Et là encore, pour négocier, c'est Philippe qui s'y colle. Bonjour madame. La coupe, elle fait combien s'il vous plaît? Je vais vous dire ça de suite. 480. Il y a de très beau travail sur le pont. Merci. Premier échec, Kevin poursuit son inspection et tombe en arrêt devant un pétrin provençal. Ça vaut combien? Je vous fais 20%. Ça fait 400. Fort mode. Merci. Bon. Faites-moi une offre, je m'en vais. Allez, faites-lui une offre. Faut faire une offre, elle ferme. Tu as vu, c'est le couvercle qui sert de socle. À l'époque, on utilisait ce meuble pour faire du pain. Yes? Yes. Oui. Ok. Il voudrait proposer 300 euros. 300? Ouais.
Ou on fait un tour et puis vous nous dites ça? Non, je vous dis tout de suite parce que j'en ai. Ça va. C'est vrai. Oui, en espèces, hein, en merci. Espèces, hein. Ah, vous payez en dollars? Alors attendez, on va voir en dollars. D'accord. En dollars. Guy, tu peux me traduire 300 en dollars? 300 euros en dollars. Tu dois faire 340. Parce qu'il était à 0,80, hein? Oui, mais ça fait 360. 360. Alors 360 $, il a traduit. Hein? D'accord, merci. How much? Il te faut encore 60 $. C'est pour faire de la décoration dans leur magasin. C'est original? Oui, voilà, c'est la forme d'un pétrin retourné, c'est provençal. Puis on peut faire un joli décor avec un tissu, des fleurs séchées, présenter des poupées ou n'importe quoi. Donc, de la vaisselle aussi, c'est très joli. Ou de la vaisselle, voilà. Mettez un tissu provençal à l'intérieur, comme moi, ça fait très joli. Hein? D'accord. Vous voulez pas le mien par hasard? Non, c'est gentil. Je vais faire encore une affaire, vous voulez pas le mien? C'est gentil, merci. Les milliers de brocantes organisées tout le long de l'année sont des terrains de chasse privilégiés. La France est un gigantesque grenier où Kevin et Marc s'approvisionnent 4 fois par an. Toujours guidés par Philippe, dont la compagnie est très recherchée par les antiquaires niçois. Tu cherches quoi là? C'est pas trop ce qu'ils cherchent. Ils cherchent plutôt du noyer du bois naturel. Bois naturel. Comme secrétaire d'époque aussi. Non, pas de secrétaire. Ouais, pas de secrétaire. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Des commodes Louis XV, des choses comme ça. Ouais. Je vais te laisser ma carte. Ouais. Quand tu viens, que ça. Ouais. Tu me donnes un coup de fil si j'ai quelque chose pour toi. Ta carte. On sait jamais. Ouais. Hein? Ok. Bonjour. Bah écoute, je t'appelle la prochaine fois. Donne-moi un coup de fil, ça coûte rien, et je te dis ce que j'ai, et voilà. J'ai une belle glace en bois doré. Je l'ai laissée dans la. Je t'appellerai parce que j'ai un client pour ça autrement. Merci. Elle est belle, hein? Ouais. Bon, on s'appelle. Au revoir. À l'autre bout du marché, Kevin est en plein travail. L'aigle, là? Oui. C'est un très vieil objet. Oui. C'est du 19e. Combien il fait? 500 €. 500 €. Et avec le miroir, combien? 400 l'aigle et 400 le miroir, 800 en tout. C'est un coup de cœur. C'est difficile de l'expliquer. C'est comme expliquer pourquoi on aime une sculpture. Moi, ça me parle. J'aime cet aigle. Il parle à mon cœur. Normalement, on achète uniquement ce qui nous plaît, ce que l'on pourrait placer sans problème dans notre maison. Et si on n'aime pas, c'est simple, on n'achète pas. Cet aigle, en fait, il faut sans doute l'installer au-dessus d'un lit, comme ça. Ouais. Non, je rigole pas. Ça va beaucoup plaire. Avec un aigle comme ça installé au-dessus de son lit, le client va avoir l'air de quelqu'un de très très important. You like it? Ouais, j'aime ça. Bon, on va les prendre. Voilà, merci. Merci. Pour les 2 antiquaires de Louisiane, fin de cette première étape provençale. Demain, ils seront à Lyon, où un programme chargé les attend. Il leur reste encore plus de 100 000 € à dépenser. Retour à Paris, dans la boutique d'antiquités de Philippe Perrin. Au courrier ce matin, un colis très attendu. L'épreuve du livre destiné à la Biennale. Un ouvrage de 248 pages consacré aux meubles et objets sélectionnés. Voilà. Et maintenant découverte. C'est bien ça, le miroir est beau là. Ça correspond à ce que vous vouliez, Philippe? Oui, ça peut être. Enfin, je veux dire, il faut le regarder de fond en comble, puis relire, voir s'il n'y a pas des erreurs, etc. Mais vous voyez, par exemple, ça, c'est assez formidable. Ça, c'est des photos. Ça sort formidablement bien. Et pour le moment, toutes les photos sont très belles. Le bureau de Napoléon ne figure plus, là. Si, il est là. Voilà, il y a la gravure. Ça, c'est le fameux bureau de Napoléon. Non? Ça, c'est le fameux bureau de Napoléon. Mais on l'a quand même placé parce que quelque part, c'est quand même très intéressant. Parce que ce bureau, c'est que quelque part, on rétablit la vérité historique. C'est-à-dire que depuis 175 ans, on était dans l'erreur avec ce bureau. Et aujourd'hui, finalement, on fait cette parution et on dit, voilà, ce bureau que tout le monde pense... C'est plus un livre commercial, c'est un livre d'histoire. Exactement. Mais c'est aussi, voilà, c'est un livre commercial, mais c'est aussi un livre d'histoire. Faut que ça reste dans le temps. Trié sur le volet, 3000 clients vont recevoir cet ouvrage. Ici, il faut prendre la paire de canapés, il faut prendre la paire de tabourets. Je crois que c'est à peu près tout ici. Pour Philippe,
le travail n'est pas terminé. Il doit encore superviser le déménagement des meubles destinés à son stand. Au total, plus d'une centaine d'objets d'art sera exposés. C'est-à-dire que là, le stand, il fait 70 mètres, 72 mètres carrés, et on fait 2 pièces. Et c'est vraiment, c'est comme une maison, quoi. C'est comme si on redécorait une maison pour 3 semaines. En fait, on emmène plus de meubles que ce qu'on peut mettre réellement, parce qu'on a imaginé un peu sur les plans comment on pouvait mettre les meubles, mais quand on voit ça en 3 dimensions, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc parfois on met des choses, on dit non, c'est 10 fois trop grand finalement pour cet endroit-là, ou trop petit, donc on est obligé de l'enlever et de mettre autre chose. C'est pour ça qu'on fait venir plus de choses, histoire de pouvoir faire tourner un peu les objets. Cette ultime sélection est déterminante. Philippe n'a pas le droit à l'erreur. C'est de ce choix dont dépend la réussite de sa maison. Outre le commerce, c'est aussi une vitrine pour vous. C'est d'abord une vitrine et c'est ensuite du commerce. C'est-à-dire que c'est un peu, voilà, c'est notre image pour les 2 ans à venir. Et c'est le but de toutes les expositions qu'on fait, mais la Biennale spécialement. Parce que d'abord, c'est celle qui est la plus prestigieuse, c'est celle sur laquelle on fait le plus d'efforts. Donc on a le stress, effectivement, de l'argent, parce que c'est quand même une foire qui est relativement chère, sur laquelle on mise beaucoup. En effet, pour participer à la Biennale, le ticket d'entrée est très élevé. Tout se joue sur la qualité, l'histoire des objets. Pour ses futurs clients, Philippe n'a pas hésité à refuser de vendre certains meubles. Mieux, dans ce camion, certaines pièces, volontairement remisées, attendent d'être présentées depuis 2 ans. Dans 3 jours, la 22e Biennale des Antiquaires, le plus grand musée éphémère du monde, ouvrira ses portes ici, sous le carrousel du Louvre. Pour le moment, tout est en construction. Sur le stand de la maison Perrin, les ouvriers posent la boiserie que Philippe a choisie. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Lève, lève, lève. Mettez-moi le fronton, s'il vous plaît. L'antiquaire se transforme en contremaître. Vous savez quoi? On va sortir le bureau d'ici, Carlos. On va essayer de mettre le lit là. D'accord? Philippe va tout vérifier. Il doit décider de tout. Rien ne doit lui échapper. Il est quand même très Guillaume Féot, le décorateur, spécialiste des boiseries, est venu prêter main forte à Philippe. Ça se bouscule un peu là. Je suis pas sûr qu'il faille le mettre. Hein. Attends, c'est très masculin. Mettez-moi le bureau là-bas. Tous les deux, durant 1 heure, vont superviser l'aménagement du stand. Oui, pas mal, oui. Ouais. En fait, on circule quand même pas si mal que ça. Hein? On circule pas si mal que ça. Non. Attends, il y a tout ça. Tout est calculé, rien à voir avec les caprices de marchands gâtés. Tout obéit à une règle. Il faut que chaque chose soit lisible. Faut pas que ce soit non plus entassé les uns sur les autres. Il faut que chaque chose soit lisible. C'est-à-dire que le collectionneur, il arrive ici, il va dire « Waouh, quel beau bureau !» Vous voyez, et il peut se mettre devant et le regarder et tourner autour et s'asseoir derrière et le repérer instantanément. Il faut que ça accroche. Il faut que les gens aient envie de rentrer. Il faut que ce soit flatteur, il faut que ce soit... Il faut qu'ils aient envie de rentrer et envie d'acheter aussi. Comment? Il faut qu'ils aient envie d'entrer et qu'ils aient envie d'acheter. Il faut d'abord qu'ils rentrent avant d'acheter. Bien sûr. Donc il faut taper l'œil de temps. Exactement, il faut vraiment faire quelque chose qui les excite. Je serais ravi de tout vendre. Que quelqu'un arrive en disant « Ah, tout ça me plaît, ben c'est d'accord, je prends toute la pièce. » C'est un rêve de marchand, ça. Ça vous est déjà arrivé de faire un salon et de tout vendre non plus? Quasiment tout. Quasiment tout. Ça je croise les doigts pour celui-ci. Ça m'est arrivé à l'étranger. J'ai une cliente qui est rentrée le premier soir à la première heure et qui m'a dit « Philippe, ferme le stand ». Et qui m'a dit « Bon, ben, je prends ça, je prends ça, je prends ça ». Et qui m'a vidé quasiment les 3/4 du stand. C'est des bons souvenirs. Mais ce rêve de marchand a un prix. La location de ce stand de 70 mètres carrés pour les 15 jours de salon a coûté 100 000 € à la maison Perrin. Pour recréer à l'identique une pièce d'un château et une tente à la manière de celle de l'empereur, il a fallu débourser 50 000 € de plus. Montez sur le plastique, montez sur le plastique. C'est extraordinaire, c'est des sublissimes, il est fabuleux. Qu'est-ce que je l'aime celui-là? Et avec les grecs qui est autour, non mais attends, c'est parfait là. Descendez un tout petit peu, voir. Un peu, Carlos seulement. Carlos seulement. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Essayez plus bas carrément pour voir. Top, non, pas plus bas. Non, oui, remontez un peu, remontez un peu. Voilà. Là, c'est bien. Vous avez quelque chose pour marquer? Sur le stand, des dizaines de meubles, des tableaux, mais point de bureau de l'empereur. Pour le remplacer, Philippe a dû trouver un autre objet, lui aussi unique. Okay. Tiens, viens, regarde, t'as vu la table? Elle est magnifique, oui. Regarde. Une table rarissime. C'est ça la fameuse table d'ébène.
incroyable. C'est beau ça. Regarde ça. C'est extraordinaire. Regarde le tiroir, regarde ça. T'imagines le mécanisme qu'il y a là-dedans et tout ça tout en massif. C'est fabuleux. Il y en a eu 16 de fêtes au monde. Elles sont toutes différentes. Et les bronzes sont sublimes. Là, hein. Sublimes, ouais. Avec les têtes de personnages, c'est extraordinaire. Et attends, elle n'est jamais sortie. Et c'est le dernier exemplaire qui existe. Des objets comme ça, on n'en a pas beaucoup non plus dans sa vie. Ouais. Non, c'est rare. Comment vous êtes rentré en possession de ce objet? C'est une longue histoire. C'est quelqu'un qui nous en a parlé, qui nous a dit, vous vous rappelez cette table, vous l'aviez vue, peut-être qu'on pourrait l'acheter. Voilà. Mais ça a été long. Ça a été long et difficile. Mais bon, les vraies joies de notre métier, c'est ça. C'est de pouvoir acheter des meubles pareils. Et c'est un des objets phares de la Biennale et on a déjà été contacté par des clients qui sont intéressés par la table. Ils ont reçu le catalogue? Oui. Est-ce qu'on a une idée de prix? Moi, oui. 1 200 000 € pour ce chef-d'œuvre de marqueterie et de mécanique. C'est ce que paieront quelques jours plus tard des clients anonymes. Dans moins de 24 heures, les 107 stands du plus prestigieux salon des antiquaires ouvriront leurs portes. À tous les exposants, nous vous informons que vous avez la possibilité de travailler ce soir jusqu'à minuit. Merci. Le lendemain, Philippe Perrin est sur le pied de guerre. Plusieurs centaines d'invités sont attendus pour le vernissage de la Biennale. Un rendez-vous obligé des amateurs mondiaux du beau et du cher. C'est aussi une opération mondaine. Ici se côtoient les grands patrons de l'industrie, principaux clients des antiquaires, mais aussi des collectionneurs venus du monde entier pour admirer cette caverne d'Ali Baba. Sur 3500 mètres carrés, tout est à vendre. Ce soir, les plus grands collectionneurs seront là ou représentés. Grand professionnel, parfait maître de cérémonie, Philippe Perrin accueille ses premiers invités sur son stand. 2 invités de marque. L'homme, en polo blanc, est un riche client américain. Milliardaire, Jeff Palmer a fait fortune dans l'immobilier. Il est accompagné de Graham Wright, son décorateur. Ça, Jack, nous ne l'avions pas encore vu. Ce sont des encriers en forme de bateau. Je les avais pas vus. Je ne les avais pas remarqués. C'est français du début du 16e. Début 16e? Vous savez d'où ils proviennent? Non. Ils viennent d'une collection privée. Un grand collectionneur? Un très grand collectionneur. Collectionneur de bateaux? Dites-nous en plus, Philippe. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous le dire. On vous les a confiés à la vente? Non, non, pas du tout. Le collectionneur les possédait depuis 5 à 10 ans et nous lui avons racheté. Et il voulait s'en débarrasser? Non, non, il voulait juste en changer. C'est comme vous. Mais vous, monsieur, ne changez surtout pas de décorateur. Non, pas d'inquiétude. C'est vrai, ces encriers sont beaux, mais où est-ce qu'on va les mettre? Dans la bibliothèque, sur le bureau. Je pense qu'il serait parfait dans la bibliothèque. Vous savez, c'est le genre d'objet qui trouve sa place n'importe où. Et ça coûte combien? Peut-être pas devant la caméra. Asseyez-vous, je vais vous donner le prix. Ah, il faut s'asseoir? Ça fait 120 000 €. Oui, mais ce sont des pièces exceptionnelles. C'est vrai qu'ils sont beaux. Regardez, je vais les placer sur le bureau. Définitivement, je pense qu'ils seront très bien dans la bibliothèque. La forme est intéressante. Donc vous pouvez nous les vendre. Je fais encore un tour, mais notez les 2 bateaux. Ok, je le note. Pas de problème, je note tout. Il n'y a pas de problème, Craig. Grâce au milliardaire américain, les affaires semblent avoir bien commencé pour Philippe Perrin. Mais ce n'est qu'un début. Durant 15 jours, l'élite des collectionneurs et des conservateurs du monde entier va défiler sur ce stand.
Un tiers des 40 objets présentés dans son livre sera vendu. Après plus de 2 mois de préparation, Olivier Collin du Bocage déménage. T'as encore des grands tableaux là. T'as 3 grands tableaux. Plus exactement, le jeune commissaire-priseur supervise l'enlèvement de tout le mobilier destiné à sa grande vente aux enchères du lendemain. Il est le seul à connaître chacun des objets de sa vente. Ça y va. Aussi, c'est pas à la vente? Ça partira à la vente, pas à cette vente-là. Une vente. Mais ça va être en vente aussi. Ça va être en vente, absolument. En l'état. En l'état. Mais pourquoi avec la moisissure. C'est signe de qualité cette moisissure. C'est une très bonne provenance, un bon grenier de propriété. Bon. Et ça va faire un malheur à Drouot. C'est rien. Bon, c'est vrai que le bois est un petit peu attaqué. Mais c'est pas grand chose et il y a de très bons restaurateurs. Donc ça fait tout. C'est vrai que c'est tout le charme de Drouot. Vous avez des choses comme ça. Quelqu'un va rêver dessus en se disant ça va pas être cher et je peux en faire quelque chose de merveilleux. C'est d'époque ça? C'est d'époque. En achetant un objet comme ça, vous achetez un petit bout d'histoire d'une propriété. C'est ce qu'aiment les gens parce qu'on vend un objet d'art, on vend du rêve, on vend du plaisir et qu'aujourd'hui, savoir qu'un objet a vécu, eh ben c'est fantastique. Vas-y. Pour cette grande vente, près de 200 objets figurent au catalogue. C'est vrai qu'on confie enfin à quelqu'un d'autre que l'étude, les objets, et que c'est à ce moment-là qu'il faut assurer la transition et que tout se passe le mieux du monde. C'est des choses quand même fragiles qui n'ont pas bougé depuis, pour certaines, 200 ans de leur lieu dernier d'accrochage, et donc les vibrations peuvent leur être fatales. Ok, j'arrive. Le camion prend la direction du centre de Paris, car tous ces meubles sont attendus ici, à l'hôtel Drouot. Demain, avant d'être vendus, ils seront exposés au public. 18h, Drouot ferme ses portes. La plus grande salle des ventes parisiennes appartient maintenant aux commissionnaires, les gardiens du temple, les chevilles ouvrières. Du transport des meubles au rangement dans les salles, tout passe par eux. Rien ne leur échappe. Ce sont eux qui vont décharger le camion d'Olivier. Il y a 8 salles sur 12 qui rentrent aujourd'hui, donc évidemment, il y a de la concurrence sur le quai de déchargement. Et comment ça s'organise en fait? Au premier arrivé. Au premier arrivé, et voilà, donc c'est la règle numéro 1. Et là, on n'est pas les premiers arrivés. Les premiers lots d'Olivier arrivent. Il vérifie aussitôt le salon Louis XVI photographié dans l'entrepôt de Bagnolet. Qu'est-ce que vous regardez? Les pieds. Les pieds, c'est l'endroit le plus fragile, donc je regarde que tout ça dans les voyages n'est pas souffert. Voilà. Commence alors une course contre la montre, 2 heures pour tout préparer. Là, on n'a pas le droit d'occuper ce qui est à l'extérieur de la salle, donc il faut que tout rentre là et que ça soit cohérent. C'est-à-dire il faut mettre l'année 30 d'un côté, le 19e de l'autre, que ce soit beau, qu'on se sente un tout petit peu chez soi, qu'on ait envie d'acheter. Au total, plus de 200 meubles, bibelots, tableaux seront présentés dans la salle. Olivier et son équipe ne disposent que de quelques heures. Demain matin, 11h, la salle sera ouverte au public. 8h, ici. Le lendemain, 11h, les salles viennent d'ouvrir au public. Et ça, Dominique de Roquemorel ne le raterait pour rien au monde. Et ça dure depuis 25 ans. Dominique est une Drouot-maniaque. Excepté le dimanche, pas un jour sans qu'elle n'emprunte ses escaliers. Sans qu'elle ne passe à la loupe les 16 salles d'exposition ouvertes au public. Elle rejoint alors le ballet des chineurs, des centaines d'amateurs venus flâner, s'instruire ou tout simplement admirer. La tenue là, de la chineuse type, c'est quoi la joie? Un sac banane, les mains libres et une loupe dans la poche. Le matin d'une vente, toutes les vitrines des salles sont ouvertes au public. Dominique sait qu'elle dispose alors d'1 heure pour examiner, toucher, demander conseil. Son péché mignon, l'argenterie. Moi, je collectionne les petites chocolatières, les petites cafetières comme ça, tripodes. J'en ai déjà beaucoup, de toutes les grandeurs. Je regarde tous les poinçons.
voir si c'est des vieux poinçons. Et quelle ville, quelle époque. Et c'est très important. C'est ce qui fait toute la valeur. Là, il y a un joli poinçon. Intriguée, fascinée, Dominique est amoureuse de Drouot. Pour elle, c'est tout simplement sa seconde famille. J'ai un virus, c'est comme une drogue. Et si je viens pas, c'est comme mon mari appelle ça mon amant. Si je viens pas, c'est comme si j'étais un peu abandonnée, tout ça. Et j'ai besoin d'hiver, c'est vital. C'est vital. Chaque jour, 6000 personnes visitent ce lieu mythique du marché de l'art parisien. Maître Colin Dubocage, lui, est toujours à son étude. Depuis 30 minutes, le commissaire-priseur est attendu à Drouot. Merci. Mais Olivier doit encore vérifier toute l'organisation de sa vente. Il doit s'assurer des prix fixés avec les vendeurs. Au bout du fil, le vendeur du tableau expertisé par René Millet, l'un des clous de la vente de cet après-midi. Non, aucun problème. Olivier a un acheteur pour cette toile, mais son offre ne satisfait pas le vendeur. Et le commissaire-priseur ne peut le convaincre de baisser son prix. Bon, vous restez là. Pas de problème. Non, mais on est très près, donc il y aura sûrement surenchérisseur. Merci. Au revoir, monsieur. Voilà. Il ne veut pas changer. Donc lui, il ne veut pas changer. On est à 200 € près et il me dit que ça va... Très optimiste, ça va le faire. Mais il a raison. Si je peux en faire une photocopie, je vais lui en donner une. Parce qu'il ne l'a pas reçu du tout. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac là, pour la vente? Vous avez votre marteau? Je vais prendre mon marteau. Voilà, hop. Alors, il faut choisir. On va prendre celui-là. Hop, c'est parti. Les pieds. À partir de maintenant, le commissaire-priseur n'a plus que quelques minutes pour rejoindre Drouot. Olivier a beaucoup misé sur cette vente et visiblement les collectionneurs, les professionnels sont au rendez-vous. Guillaume Dillet, l'expert d'Olivier, n'hésite pas à faire l'article. Pour vendre, il faut trouver le mot juste. Ouais, c'est des petites fentes, mais c'est normal, les bois sont... D'accord. Mais ils tombent très bien, surtout les accotoirs, ça c'est super, ça c'est très beau. Et puis tous les décors de fleurs. À peine arrivé, le commissaire-priseur à son tour doit répondre aux questions des visiteurs. Pour le moment, ils veulent ça. Ok. Voilà. Merci. Les commissionnaires, les experts, tout le monde travaille pour l'étude, pour eux. On va vendre 50% des lots pendant 7 heures. C'est-à-dire que les lots vont déjà être vendus avant même... Ça veut dire vendus, c'est-à-dire qu'on a des ordres d'achat, des commissions. Pendant cette heure-là, c'est l'heure la plus importante. 15 heures. Les ventes commencent simultanément dans 8 salles. Dominique de Roquemorel se rend dans une première vente pour tenter d'acheter un objet repéré la veille. Alors? Tout va se dérouler très vite. Voilà. Et nous, monsieur? 170. À nous? Non? Il faut bien que j'arrive à vous adjuger quelque chose quand même. Dites-moi 180. Allez, d'accord. Merci, 180. Monsieur? Vous voulez pas revenir à mes 200 de départ? Non? Adjuger avec plaisir. Avec ce coup de marteau, Dominique devient maintenant la nouvelle propriétaire d'un pot à caviar. Mais l'affaire n'est pas terminée. Une ultime vérification. Oui. Et pour ça, Dominique sort sa loupe. Je vous ai dit qu'il est en argent. Je vais vérifier si c'est en argent. Sono qui da rendere questa non balle in questo momento. Vieni nella sala. Pot à caviar, monture en argent. 100 à 200. Donc c'est de l'argent? Ben oui, mais je vois pas le poinçon. Un employé de Drouot va lui apporter la réponse. Là? Mais j'ai... Il fait pas très bien son boulot. Hein? Ça c'est lumière, voilà, ça c'est un éteint. J'ai vu un poisson. Et la lumière est là, vous voyez? Voilà, j'en ai vu un. Ça arrive souvent les pinailleurs comme ça? Voilà. Tiens, faut regarder. Oui, en fait, c'est normal, madame achète un lot en argent et donc il vérifie qu'elle soit sûre que ce soit bien ça et donc il n'y a pas de problème. La Minerve, aucun doute. Impeccable, je suis rassurée. Dans la salle des ventes de Maître Colin Dubocage, c'est la foule des grands jours. La centaine de chaises a été prise d'assaut. Véritable metteur en scène de la vente,
Du haut de son estrade, le commissaire-priseur adjuge en moyenne un lot toutes les 30 secondes. 60. C'est bien vu à 60. Pour mieux observer, Dominique de Roquemorel s'est installé au fond de la salle. 80. À 80. 10. 100. Vous connaissez tout le monde dans la salle? Oui, il y a des experts, il y a des marchands, il y a tout ça, des marchands des puces, des marchands des antiquaires, des marchands des quais. Il y a très peu de particuliers là, dans le fond de la salle. Les particuliers, ils s'assiedent, ils aiment bien être assis au premier rang et voir ce qui se passe. Avec la présentation des 8 fauteuils Louis XVI, le spectacle commence réellement. Et c'est Guillaume Dillet, l'expert, qui s'y colle. Et Poisson de Durande, et il y a 2 fauteuils de style. Vraiment un très joli modèle que je vous recommande. On commence à 10 000 €. 10 000. Allô? À 10 000. 10 000, 12 000, 13 000, 15 000, 18 000, 20 000, 22 000, 22 000. Souvent, les gens n'aiment pas montrer que c'est eux qui ont acheté. Et c'est pour ça que le téléphone, maintenant, change beaucoup de choses. C'est vu 25 000. À 25 000. 25. 197, c'est la paire de canapés qu'on vous présente au fond de la salle. On voit même pas les gens qui enchérissent, c'est très discret. Moi je vois. J'ai l'habitude. Un clin d'œil, un regard. On peut bouger le catalogue, bouger la tête, un geste comme ça, un clin d'œil. Second temps fort de la vente, un moment particulièrement redouté par Olivier Collin du Bocage. La présentation du portrait de famille. 25. 25 000. 25 000. Tout à l'heure au téléphone, le vendeur a fixé un prix en dessous duquel il refuse catégoriquement de vendre. À 35 000, 38 000. Les enchères n'atteindront jamais ce prix. Maître Collin du Bocage stoppe la vente. Il ne prononce pas le mot adjugé. Dans le jargon, le tableau est ravalé. Il sera présenté dans une autre vente. Bien, nous vendons maintenant le numéro 165. C'est la rare garniture comprenant. C'est au tour de la fameuse pendule de Gechter. On commence cette pendule, cette garniture à 5 000 €, si vous voulez, 5 000. 5 000 €. Et là, les enchères vont s'envoler d'un coup. 5 000 nous sommes. 5 000, 500, 6 000, 7 000, 7 000, 8 000. Suspendu à la voix d'Olivier, plusieurs collectionneurs se disputent la pendule. 11 000, 12 000, 13 000, 13 000, 14 000, 500. 500. Que dit-on? À 14 500. 14 500. J'adjuge 14 500. C'est vu. Adjugé 14 000. Le commissaire-priseur a gagné son pari, son travail de recherche a payé. La pendule a été adjugée plus de 5 000 € au-dessus de l'estimation. À Drouot, chaque année, 3 000 ventes comme celle-ci sont organisées et 800 000 objets sont adjugés. Paris est désormais l'une des capitales incontestées du marché de l'art. Chaque arrondissement a sa brocante, son salon. Après la Provence, la Normandie et une courte escapade en Belgique, c'est à Paris, sur les bords de Seine, que Kevin et Marc, les 2 antiquaires américains, terminent leur circuit. Mais les 2 amateurs du patrimoine français ne semblent pas connaître la fatigue. Dans moins de 24 heures, ils quittent la France pour la Louisiane. Mais pas question pour eux de passer à côté d'une occasion. Et Philippe Métiaz, leur guide, pense que c'est ici qu'ils trouveront la console qu'ils recherchent depuis une semaine. D'accord. Vas-y, je le tiens. It's very nice. Exceptional. Quel est votre prix pour les consoles? For exportation, it's 15 000. 15 000 euros. Philippe, viens voir. Tu vois ces rayures sur le bois? Regarde. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté une pièce de bois sur la structure et puis qu'ils l'ont sculpté ensuite. Oui. Mais ils veulent réfléchir, ils sont partenaires et ils discutent, mais ils sont intéressés. Qu'est-ce que t'en penses? On se décide, on prend? Acheter une pièce comme cela n'est pas simple. Le meuble peut rester très longtemps dans la boutique, il est très cher et il va nous falloir trouver le bon client. Kevin,
Kevin, je pense que si le marchand vous propose un prix maintenant, ce sera forcément très élevé. Donc je crois que c'est plutôt à vous de faire une offre. 10 000 10 000. Alors ils vont jusqu'à 10, puis on voit, mais qu'est-ce que... Ils sont sévères. Hein. Ouais. Ils discutent toujours parce qu'il faut qu'ils travaillent aussi comme tout le monde. Ce sont des marchands, ce ne sont pas des particuliers. Ah, je sais. C'est de la bonne marchandise. S'ils sont preneurs. D'accord. Pour essayer d'ouvrir une ouverture avec eux pour le long terme. D'accord, mais ce sont des bons clients. Hein. 11 000 euros. C'est ce qu'il propose. Je pense que c'est raisonnable. Vous savez, ce marchand n'a pas de boutique. Pour lui, votre proposition est importante. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça vaut le coup, non? D'accord, on prend. Voilà. Ils sont durs, mais c'est des pros, donc ils sont là pour les revendre après. Ils ont des frais énormes. Alors, vaut mieux vendre avec des marges plus petites, mais faire tourner la marchandise plutôt que de s'entêter et de la garder 20 ans. Le fait que ça parte aux États-Unis, ça vous pose un problème ou pas? Dans l'absolu, non. Parce qu'il y a des choses des États-Unis qui reviennent aussi en France, donc il n'y a pas trop de... Il y a énormément de marchandises, contrairement à ce que les gens disent. Il suffit d'accepter le fait de les payer. Parce que souvent les Français disent, il y en a marre, la marchandise part à l'étranger. Mais personne ne les empêche de l'acheter. Ce marchand a raison. Sur 10 objets vendus en France, 5 partent vers l'étranger, et notamment aux États-Unis. Bon, écoutez-moi, on est installé entre le concessionnaire de moteurs et l'animalerie. Il n'y a pas de panneau. Si vous avez un souci, vous m'appelez, ok? Vous m'appelez en arrivant. Surtout, loupez pas le virage à gauche, hein? Juste après la voie ferrée, d'accord? Un mois plus tard, dans le quartier de Magazine Street, à la Nouvelle-Orléans. Kevin et Marc attendent leur container, avec toute la marchandise achetée en France. Le camion a du retard, il est resté bloqué en douane. Ok, c'est bon. Il faut que je signe quelque chose? J'espère qu'il y a tout, hein? Kevin ne cache pas son soulagement. C'est plus de 166 000 € de meubles qui arrivent de France aujourd'hui. À chaque arrivée, toujours le même rituel. Kevin ne laisse le soin à personne d'ouvrir le container. À chaque fois, c'est la même chose. C'est Noël pour moi. Chaque objet est immédiatement et minutieusement déballé. Oh oh. C'est cassé. Il y en a même 2 de cassés. C'est cassé? Pourquoi ils ont emballé ça comme ça? J'en sais rien. Le premier objet qui sort du conteneur est cassé et ça, c'est pas bon signe. D'habitude, c'est plutôt bien emballé. Mais là, je crois que c'était pas une bonne idée d'avoir placé ce lustre contre la porte du conteneur. C'est sans doute pour ça qu'il était cassé. Vous savez, la plupart du temps, en France, lorsque nous achetons, nous sommes très pressés. Et faute de temps, parfois, nous devons aller très vite, prendre des décisions. Et nous ne sommes pas toujours assez attentifs à la marchandise. Alors quand enfin celle-ci arrive à la maison et que l'on ouvre les colis, alors nous découvrons des choses que nous n'avions pas vues. Parfois, c'est une bonne surprise, parfois, c'est pas bon. Au milieu du conteneur sont stockés les meubles les plus volumineux.
Malgré les protections, les cartons, Kevin est impatient de voir comment a voyagé la commode bordelaise, achetée sur le déballage d'Avignon. Elle a vraiment de très belles proportions. Elle est très belle. Ouh là là. Un à un, les objets sont ensuite entreposés dans une réserve, en attendant pour certains d'être restaurés. L'aigle. L'aigle. Vous vous souvenez, à Nice, quand on l'a acheté, tout le monde se foutait de nous. Et ils trouvaient ça ridicule. Mais moi, j'aime cet aigle. La sculpture est exceptionnelle. Je suis sûr que nous allons trouver des clients. Ça fait aucun doute. C'est certain. Enfin, après plus de 4 heures de déchargement, Marc transporte la dernière pièce, la console achetée à Paris, quelques heures seulement avant de reprendre l'avion. Oh my goodness. Vous savez, beaucoup des objets que nous avons achetés à l'occasion de ce voyage nous ont coûté beaucoup plus cher que d'habitude. Les prix ont beaucoup augmenté. Alors nous allons voir si nous réussissons à les vendre et si en plus nous arrivons à faire du bénéfice. Sinon, eh bien, nous changerons d'approvisionnement. Si la France est trop chère, nous changerons de pays. Ça nous est déjà arrivé dans les années 80. À l'époque, nous achetions en Angleterre. Et puis, c'est devenu trop cher. Alors nous sommes allés en France, en Italie et au Danemark. C'était obligatoire pour nous. T'as bien mis un numéro là-dessus? Oui, c'est fait. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Les antiquités françaises se vendent toujours très bien aux États-Unis. La preuve, le lendemain matin. Kevin et Marc ont quitté leur boutique. Les deux antiquaires ont un rendez-vous de travail dans la banlieue chic de la Nouvelle-Orléans. Et ici, comme partout, entre marchands, la concurrence est acharnée. Mais Kevin et Marc ont une longueur d'avance. Eux sont spécialisés dans le mobilier français. C'est ce qu'apprécie Andrea Bucati, l'une de leurs meilleures clientes. Avec sa décoratrice, cette femme fortunée écume les 250 antiquaires de la Nouvelle-Orléans. Et Andrea attend toujours avec impatience le retour des deux marchands. Bonjour. Oh, tu t'es habillé pour nous. Le ton est bon enfant, mais Kevin et Marc sont là pour vendre. Sans attendre, ils se dirigent vers la cuisine, avec le pétrin, acheté à Nice. Ah, le pétrin est peut-être un peu trop grand pour cette table. Je l'avais vu plus petit. Là, il sera bien, là. Vous savez, c'est un authentique pétrin du 19e siècle. C'est très rare. D'habitude, ils sont beaucoup plus grands. On les trouvait à la campagne. Tenez, regardez ces détails-là, finement sculptés. Là, il y a un râteau et une faux pour couper le blé. On s'en servait pour faire de la farine. C'est magnifique. Sans discussion, le pétrin est vendu. Il faut dire qu'Andrea ne refuse rien à ses deux amis antiquaires. Venez par là, rentrez. Regardez. Ça, nous lui avons vendu. C'est une commode italienne du 18e, début 19e. Nous lui avons vendu aussi ce joli guéridon et ses coussins. Ce trumeau était dans notre salon. Ce miroir du 18e, nous lui avons aussi vendu, ainsi que ce fauteuil. Là, dans l'entrée, nous lui avons aussi trouvé cette décoration, ainsi que cette console directoire avec son marbre rouge. Il y a encore cette paire de consoles et ces deux chaises devant les fenêtres. Je peux vous le dire, ces 6 derniers mois, pour décorer sa maison, rien qu'avec nous, Andrea a dépensé $100 000. Il faut dire que pour décorer ce type de maison, cela coûte rapidement une fortune. D'habitude, les gens achètent un objet, puis un autre. Là, ce n'est pas pareil. Andrea est une très bonne cliente.
C'est vraiment une très bonne cliente. Et combien de clients vous avez comme Andrea? Nous avons beaucoup de très bons clients. Et c'est aussi en pensant à Andrea que Kevin et Marc ont acheté le chérubin sur le marché d'Avignon. Et regarde ça, c'est encore plus beau que je ne le croyais. C'est spectaculaire. Et si tu essayais de le placer sur ce guéridon? Je peux essayer. Sur lequel je le mets? Celui-ci? Oh mon Dieu! Où qu'il soit placé, c'est magnifique. Magnifique. Pose-le là. Non, je crois que c'est là qu'il faut le placer. Regarde. Voilà. C'est vraiment sa place. Tiens, et laisse-moi te donner une petite idée. Tu vois comme ça, avec un petit abat-jour. Oh là, je pense que c'est vraiment sa place ici. C'est superbe. C'est bien là. Ou un tout petit peu plus grand peut-être. Tous les objets qu'ils nous ont rapportés sont très raffinés. Ils donnent une touche de romantisme à la pièce. Vous savez, j'adore les chérubins. J'ai vu des photos et j'en étais déjà amoureuse. Je suis complètement folle des chérubins. Mais en le voyant ici, chez moi, c'est encore mieux. Bye bye. À l'occasion de cette première visite, Kevin et Marc ont vendu pour plus de 9 000 € de marchandises. Tout s'est très bien passé. On se doutait que nos objets plairaient à Andrea. Et elle a adoré tout ce qu'on lui a amené. Elle a tout acheté. C'est bien. Ce petit voyage en France a été très profitable pour nous. C'est vraiment de bon augure et on fera sûrement encore mieux la fois prochaine. Dans moins de 3 mois, Marc et Kevin seront de retour. Objectif cette fois-ci, les brocantes et les vides-greniers d'Alsace et du nord de la France.